Mikhail Gorbatchev est mort, l'homme de la perestroïka et de la glasnost s'est éteint à Moscou à l'âge de 91 ans. Il était le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Un tiers du Pakistan est submergé. Le Premier ministre Shehbaz Sharif parle des pires inondations de l'histoire du pays et estime les dégâts à 10 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky accueille à Kiev les experts de l'AIEA avant leur inspection de Zaporijjia et rappelle que la centrale nucléaire est la propriété de l'Ukraine. Mikhail Gorbatchev est mort à l'âge de 91 ans. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, l'homme de la perestroïka et de la glasnost, s'est éteint mardi dans la soirée à Moscou. Mikhail Gorbatchev est décédé à l'hôpital clinique central des suites d'une longue maladie. Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev était né en mars 1931 dans une famille paysanne du sud de la Russie et il avait dirigé l'Union soviétique jusqu'à sa disparition en décembre 1991. Un an plus tôt, Mikhail Gorbatchev avait reçu le prix Nobel de la paix. Mikhail Gorbatchev, président de l'URSS de 1985 à 1991. Pour l'Occident, un homme d'État, une star. Pour la Russie, une figure de la controverse, un homme venu des steppes russes qui allait changer le monde. Ses amis et compagnons le décrivent comme ambitieux, travailleur, charismatique et gentil. Au cours de son ascension au sein du Parti communiste, s'est développée chez lui une certaine frustration par rapport à un système rendant toute amélioration impossible. Une fois à la tête de l'Union soviétique, il lance la perestroïka qui signifie restructuration et la glasnost, transparence, ouverture. Mais en 1986, l'accident nucléaire de Tchernobyl marque un tournant. Aucune transparence, des informations dissimulées puis déformées. Gorbatchev mettra 19 jours avant de s'adresser à la population et d'admettre son erreur, avouant qu'il avait eu peur de la panique. Après cette catastrophe, Gorbatchev est plus déterminé que jamais à mettre en œuvre ses réformes. En 1987, il signe avec le président américain Ronald Reagan des accords visant l'éradication des missiles nucléaires implantés en Europe. Gorbatchev et Reagan souhaitent tous deux un changement et leur amitié contribuera à dégeler la guerre froide. Lancé sur la voie du changement, Gorbatchev ne s'arrête pas lorsqu'en 1989, après des mois de protestation, le mur de Berlin, symbole de la division entre l'Ouest et l'Est, tombe. Il n'intervient pas et évite ainsi un bain de sang. Mais sa permissivité a ses limites. En janvier 1991, les troupes soviétiques répriment violemment les envies d'indépendance de la Lituanie. 14 civils sont tués, des centaines blessés. Au mois d'août, des membres de la ligne dure du Parti communiste tentent un coup d'État militaire. Les putschistes échouent face à la résistance civile et à l'opposition du président de la Russie, Boris Yeltsin. Gorbatchev, qui avait été assigné à résidence à sa datcha en Crimée, peut rentrer à Moscou. Cette tentative de putsch marque le début de la fin. Gorbatchev démissionne en décembre 1991. Quelques jours plus tard, l'Union soviétique cesse officiellement d'exister. Les réformes de Gorbatchev ont accéléré la fin de l'Union soviétique. Et dans le monde entier, on se souvient surtout de lui comme de l'homme qui a mis fin à la guerre froide, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1990. C'est lui qui résume le mieux ses 6 années au pouvoir. Certaines personnes voient en Gorbatchev un Kissel. Un Kissel, c'est un homme doux et sans caractère, et il a bien changé en 6 ans. J'ai fait un choix très judicieux. Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais la même décision, mais je ne referais pas les mêmes erreurs. Les Nations Unies et le gouvernement pakistanais lancent un appel aux dons pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes des inondations. L'ONU réclame 160 millions de dollars pour financer un plan d'urgence sur 6 mois pour apporter de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments aux sinistrés. Selon le Premier ministre Shehbaz Sharif, il s'agit des pires inondations de l'histoire du Pakistan, alors que le secrétaire général de l'ONU place la catastrophe dans le contexte du changement climatique. La catastrophe climatique a tué plus de 1000 personnes et en a blessé beaucoup d'autres. Des millions de personnes sont sans abri, des écoles et des centres de santé sont détruits, les infrastructures essentielles sont détruites, les espoirs et les rêves des gens ont été balayés.
Le gouvernement pakistanais n'arrive pas à accélérer l'acheminement de l'aide aux 33 millions de Pakistanais touchés par les inondations. Le tiers du pays est submergé, certaines régions sont totalement isolées. Dans le sud et dans l'ouest, il n'existe presque plus d'endroits secs. Le président ukrainien a accueilli à Kiev les experts de l'AIEA qui doivent inspecter l'état de la centrale nucléaire de Zaporijia. Volodymyr Zelensky appelle à la démilitarisation de la centrale et au départ des soldats russes. Nous avons confiance en vos experts et nous aimerions avoir non seulement des contrôles qui sont quelque chose de tactique, mais aussi que des décisions stratégiques soient prises. La centrale nucléaire est sur le sol ukrainien, c'est la propriété de l'Ukraine. Kiev accuse la Russie d'avoir installé des canons sur le site de la centrale. Moscou dément et dit attendre l'inspection. Nous espérons que cette mission aura lieu comme convenu. Et je le répète, nous souhaitons que cette mission ait lieu et nous l'attendons depuis longtemps. Dans la crainte d'une catastrophe nucléaire, l'Union européenne a livré à l'Ukraine 5 500 000 comprimés d'iode et promet de poursuivre son soutien. Ce jeu nucléaire dans la centrale nucléaire de Zaporijia est très dangereux. La situation sur le terrain reste très mauvaise. Les inspecteurs de l'AIEA doivent évaluer l'état des 6 réacteurs de la centrale de Zaporijia, mais aussi les conditions de travail du personnel ukrainien qui est resté après la prise de contrôle des Russes. Le marché européen de l'énergie est sur le point de changer de visage. Après des mois de flambée des prix, la présidente de la Commission européenne a annoncé une intervention d'urgence et une réforme du marché dans les mois à venir. Les propos d'Ursula von der Leyen ont satisfait l'Espagne, l'un des pays qui défend cette idée depuis près d'un an. Mais elle s'est heurtée pendant des mois à l'opposition de la Commission et de l'Allemagne. La dépendance de Berlin au gaz russe a adouci sa position, car elle pourrait désormais compter sur la solidarité de ses voisins, notamment Madrid. L'Espagne est prête à utiliser toutes ses capacités pour aider les pays qui, à l'heure actuelle, souffrent davantage de leur dépendance à la Russie et du chantage énergétique de Poutine. Nous devons nous rappeler que l'Espagne détient 30% des capacités de regazéification de toute l'Europe. Après avoir obtenu un plafonnement exceptionnel des prix avec le Portugal il y a quelques mois, l'Espagne demande maintenant plus d'interconnexion avec l'Europe. Une question qui sera discutée lors de la réunion extraordinaire des ministres de l'énergie la semaine prochaine. Au menu, il pourrait y avoir un plafonnement temporaire des prix de l'énergie. Ce qu'il faut, c'est une sorte de cartel des prix. C'est-à-dire que tous les pays européens s'unissent et achètent ensemble du gaz sur le marché mondial. Et de cette façon, faire baisser les prix. Parce qu'actuellement, ils font tous cavalier seuls. Il faut monter les prix parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. L'objectif de remplir les réserves de gaz à 80% étant presque atteint, l'Union européenne travaille maintenant contre la montre avant l'arrivée du froid en Europe. L'une des plus prestigieuses équipes ukrainiennes de handball a élu domicile à Düsseldorf en Allemagne. Privés de compétition en raison de la guerre dans leur pays, les joueurs du Motor Zaporijia ont gagné le droit de disputer la saison en division 2 allemande. C'est ici à Düsseldorf qu'ils s'entraînent et qu'ils recevront leurs futurs adversaires. Avec bien sûr toujours dans un coin de leur tête le conflit en Ukraine, souligne leur entraîneur. Les joueurs, dit-il, sont régulièrement en contact avec leur famille. C'est évidemment source d'inquiétude pour eux. Champions d'Ukraine depuis bientôt 10 ans et régulièrement engagés en Ligue des Champions, les joueurs du Motor Zaporijia connaissent les exigences du haut niveau. Avec la guerre dans leur pays, ils doivent affronter aussi l'anxiété. Par exemple, pour moi, le sport m'aide en ce moment parce qu'on est focalisé dessus, explique Alexander Kasai, joueur du Motor Zaporijia. Certains jours, notre esprit parvient à se détendre, mais il est difficile de ne pas penser à notre pays en ce moment. Ultime répétition avant le début du championnat allemand. Les joueurs du Motor Zaporijia disputeront ce vendredi le match d'ouverture. Jake.